C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Nous étions en train d'évoquer la situation en République démocratique du Congo avant la pause. On parlait donc de cette volonté du président Félix Tshilombo Tshisekedi d'en découdre avec les rebelles du M23. L'armée pilonne les positions du M23, mais ce mouvement rebelle fait des avancées, avance dans plusieurs localités de l'Est du pays. La question, justement, c'est de savoir, Vincent Amégambi, je l'ai posé avant la pause, que cherche le M23? Ben, il faut qu'on leur pose la question. Non, mais je pense que ce sont des gens, ce sont des personnes qui défendent aussi un idéal. Hein. Ce sont des gens aussi qui défendent un territoire, en fait. Je pense que c'est le mot juste. Ils défendent un territoire, ils défendent une zone. Il faut dire aussi ils disent souvent que la richesse du pays n'est pas assez bien partagée pour tout le monde et que tout est concentré dans la capitale et dans les régions avoisinantes et que ce sont des populations qui sont laissées pour compte et afin de pouvoir aussi bénéficier de ce bien commun qu'est comment vous appelez les matières premières de ce pays-là. Il faut aussi, comme on les oublie, il faut que eux-mêmes ils se prennent en charge, qu'ils prennent les choses en main. Je pense que c'est la revendication principale, c'est que véritablement les biens du pays, les richesses du pays ne sont pas équitablement partagées entre tous et donc ils sont dans la logique d'essayer de les réclamer et pour ça il faut défendre un territoire, il faut essayer d'aller par la force s'il le faut. Donc c'est leur position et je pense que après il faut aller à une discussion ou bien à une table de discussion, à une table de négociation pour les écouter, pour essayer de voir en quelque sorte ce qu'ils revendiquent réellement et de composer avec eux. Parce que mais après vous tout... savez que l'opposition, notamment Martin Fayulu, conteste qu'on discute avec le M23. Oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut dire que dans le monde entier, après chaque bataille, il faut s'asseoir pour discuter. Oui, c'est une position, que je respecte, de ne pas discuter avec ceux qui sont en train de faire du mal à votre population ou bien de prendre une partie de votre territoire. C'est comme les États-Unis, nous ne discutons pas avec les terroristes, nous discutons avec les terroristes. Donc c'est une position que je respecte, mais après tout, moi je dis, c'est ma position que je défends, c'est de discuter avec ces gens-là pour savoir ce qu'ils sont vraiment et de trouver un terrain d'entente. Parce que après tout, ce sont des Congolais aussi, hein. Ce ne sont pas des gens. C'est vrai qu'après on dit qu'il y a des Rwandais aussi parmi eux, mais à la base, ce sont des Congolais d'origine et aussi il faut le Congo leur appartient à tous. Aujourd'hui, ils sont sur une grande partie de l'Est et ils font ce qu'ils veulent là-bas. Si le pouvoir congolais veut récupérer et s'il n'arrive pas, surtout qu'il n'arrive pas à récupérer cette partie du territoire par la force, il faut aller en négociation après. D'accord. Alors aujourd'hui, le président Tshisekedi, pas aujourd'hui, mais ces dernières semaines, le président Félix Tshisekedi a lancé un appel à la mobilisation de la jeunesse RD congolaise et dans la partie est du pays. Beaucoup de jeunes se sont engagés, sont allés donner leur nom pour s'enrôler dans l'armée, même si, vous l'avez rappelé tantôt, leur formation n'a pas encore commencé. Mais dans le même temps, du côté des soldats qui sont au front, on sent une sorte de démotivation. Il y a eu même des fuyards lorsque les rumeurs d'avancée des rebelles ont été entendues. Et 3 soldats RD congolais ont été jugés par le tribunal militaire de la garnison de Goma qui les a condamnés à mort pour lâcheté, violation des consignes et fuite devant l'ennemi. On est en face de 2 situations. Des soldats qui fuient et des jeunes qui s'engagent. Est-ce que ces jeunes, face au problème de manque de matériel, de manque de ravitaillement, est-ce que ces jeunes tout simplement ne vont pas à l'abattoir? Non, l'ennemi est de taille et l'adversité est de taille. Parce que, comme je viens de le dire aussi, le Rwanda, l'armée rwandaise, a été une armée expérimentée de par le passé, prouvée par le génocide, des guerres
civils, etc. Donc, si on a coopté des gens parmi la population rwandaise et maintenant implantés au sol congolais, c'est quelque chose qui anguille sous roche. Donc, si ces gens sont véritablement équipés depuis Rwanda et soutenus par, selon les indiscrétions, par les États-Unis, non, l'armée congolaise aujourd'hui ne peut pas faire le poids face à cet ennemi de taille. Et aussi, certains jeunes, ou bien certains militaires même, ils fuient. Parce que l'armement, l'équipement, l'arsenal de guerre que détient l'ennemi en face est un peu sophistiqué, de dernière génération. Ils sont tellement équipés. Les M23 sont tellement équipés. Où ils trouvent des hélicoptères, où ils trouvent des chars, où ils trouvent des pick-up très très solides. Il faut se questionner et savoir l'origine, d'où viennent ces armes, où ils sont, qui est derrière tout ça. Moi, j'étais à leur place, j'allais préconiser des discussions politiques, des discussions, pour sortir de crise. Mais on ne répond pas au mal par le mal. On ne répond pas au feu par le feu. C'est comme si vous ne savez pas des stratégies pour contourner l'adversaire. Si je cite notre républicain entre-temps, le français là, que nous appelons Honoré de Balzac, qui disait que mieux vaut un mauvais procès qu'un bon arrangement. Mais nous disons que un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Donc, si tu sais d'avance que tu vas perdre le procès, pas devant le procureur ou bien pas devant le juge, voilà, c'est le mieux. Il faut discuter avec ton adversaire que tiens, je suis en infraction, il faut chercher des voies, des moyens palliatifs pour corriger l'irréparable. C'est mieux que de se présenter devant le juge et maintenant la sentence sera prononcée. Donc, que ce soit Tshisekedi ou bien Kagame Paul, qui est d'abord un militaire, un ancien officier de guerre, donc ils doivent se retrouver à la table des discussions. Mais Paris avait tenté une discussion entre les deux hommes en marche du sommet du G20, si je ne m'abuse, à Bali. Paul Kagame y était, Tshisekedi y était, mais ça ne semble pas trop avoir apaisé les tensions. Non. Une discussion qui normalement devait réussir, ça doit émaner de l'initiative même des deux présidents. On n'a pas besoin aujourd'hui de l'Occident pour trouver des solutions à nos problèmes dans la sous-région ou bien en Afrique ici, non. C'est des choses que nous devons laisser derrière nous. Depuis 60 ans, ou bien depuis 1960, que l'Afrique a eu de l'indépendance. Certains ont eu 58, certains ont eu 60, 57, etc. Mais la France est toujours derrière nous. La France est toujours comme un État gendarme qui nous oriente. Allez-y, faites ceci, faites cela. Mais ces pays sont toujours des pays pauvres et des pays hautement endettés. Il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Mais toujours, Paris intervient souvent dans le géopolitique africain. Donc, nous-mêmes, on doit prendre conscience aujourd'hui que les jours passent et les mêmes solutions demeurent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir entre nous, que ce soit les Togolais, en passant par Cap, que ce soit les Béninois, que ce soit les Tchadiens là-bas, qui aujourd'hui aussi peinent là-bas. Donc, nous allons trouver des solutions durables à nos différentes crises. À nos différentes crises à travers table ronde, discussion, dialogue. Alors, la question aussi, c'est, il le dit si bien, qu'est-ce qui peut être la solution, les armes ou le dialogue? Les deux. Les deux, parce qu'il faut mettre la pression. C'est vrai que le général Sylvain Ekenge, qui est le porte-parole de l'armée de RDC, a dit la dernière fois au cours de la conférence de presse qu'il y a plus de 1000 jeunes qui ont déjà été recrutés. Donc ça met une pression sur le M23. Ça veut dire que, oui, il y a des gens qui soutiennent aussi l'armée, malgré ce que nous sommes en train de faire. Et ce sont des gens qui seront formés et qui vont venir les attaquer aussi. Donc, c'est une forme de pression aussi que la RDC est en train d'utiliser. Oui, il faut... Après tout, une armée républicaine est là pour défendre
son territoire. Elle est là pour défendre le territoire national. Et donc, je suis parfaitement d'accord sur le fait d'aller au front, sur le fait de défendre l'intégrité territoriale. Maintenant, au même moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des adversaires qu'on connaît. Ce ne sont pas des gens... Il y a des visages qu'on connaît, il y a des visages et des noms qu'on connaît. Et on peut les appeler et discuter avec ces personnes-là. Donc, oui, il faut l'affrontement, mais il faut aussi dialoguer. Il faut trouver, après l'affrontement, comme j'ai dit tout à l'heure, après l'affrontement, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut essayer de trouver un terrain d'entente, une solution pour amener la paix en RDC et laisser ces morts inutiles que nous retrouvons. Dans le cas d'espèce, ça va être, je suis sur le terrain des discussions, une discussion tripartite, disons RDC, Rwanda, M23, ou simplement RDC M23. Le Rwanda, officiellement, je ne peux pas dire que le Rwanda on doit discuter avec le Rwanda. Non, parce que c'est vrai qu'on soupçonne, ou bien c'est clairement établi, que le Rwanda Paul Kagame soutient le M23, mais les adversaires de la RDC aujourd'hui, c'est le M23. Parce que la RDC ne va pas se lever aujourd'hui et aller attaquer le Rwanda, non. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais ils vont chasser le M23 de leur territoire, mais ne vont pas directement attaquer Donc il faut discuter clairement avec les premiers responsables du M23, mais peut-être faire aussi des discussions de couloir avec le Rwanda, avec Paul Kagame, pour savoir vraiment c'est quoi son intérêt, même si on sait que c'est pour la matière première aussi de la RDC. Mais il faut discuter peut-être aussi en amont avec le Rwanda si on veut. Mais ce qui est clair, c'est de discuter avec le M23, c'est d'amener le M23 à la table de négociation pour savoir ce qu'ils ont vraiment et ce qu'on peut faire pour essayer d'arrêter cette bataille inutile-là. Oui, Marcel Agusilou. Oui, non, comme il vient de le dire, il faut guérir le mal dès sa base, dès sa source. Aujourd'hui, c'est le M23 qui est le problème. Le problème est à ce niveau. Le problème se situe si effectivement ces gens ne sont plus inquiétés. Ils tiennent des réunions hebdomadaires et ils tiennent des réunions publiques sous regard des caméras. Et aujourd'hui, on va les négliger à la table des discussions. C'est une fausse route. C'est comme si on a discuté en 2018 ici à Lomé avec la C14 sans Tikpi à Tchadam. Donc le mal va encore persister, doit rester comme si rien n'était. Le mieux, j'étais à leur place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écouter à une table de discussion. Qu'est-ce que vous voulez? Vous réclamez quoi? Quelles sont vos revendications? Sachez effectivement que ce sont des gens très pauvres qui ont été cooptés, qui ont été alimentés par quelqu'un, qui ont été poussés par quelqu'un à travers les armes. Parce que aujourd'hui, les jeunes sont laissés dans une misère accrue, dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens n'arrivent pas à manger à 3 fois, au moins à 1 fois par jour. Et les conditions de salubrité, tout ça, les conditions d'hygiène. Donc, si les gens végètent dans la misère, vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc, si quelqu'un propose au moins 100 francs, 200 francs, non, ils vont les suivre bêtement. C'est ce qui se voit aujourd'hui en Afrique, que ce soit Libye, que ce soit Mali, que ce soit Burkina, c'est un cas réel à ne pas négliger. Donc, le M23, depuis, le M23, sont des armées non loyalistes, si vous permettez le terme, mais ils résistent, ils perturbent le pouvoir légalement constitué. C'est eux qui mettent des bâtons dans le roue du fonctionnement de ces dirigeants qui ont succédé au pouvoir là-bas. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier avec eux, mais négocier également avec l'ancien président Joseph Kabila, oui, qui est toujours là, qui est toujours vivant. Lui aussi, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd à ne pas négliger. Peut-être il a ses proches ou bien ses amis qui sont dans l'armée et qui peuvent se retrouver également dans le M23. Donc la discussion, Gbagbo disait quelque chose, paix à son âme,
qu'il y a couplage, pression, couplage et dialogue. Donc, méthode Agboibo. Méthode Agboibo peut toutefois marcher aussi là-bas. Il peut toutefois faire des pressions. C'est la pression déjà hâtée. L'armée du M23 est toujours là. Ils font des pressions. Après ces pressions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retrouver à la tête des discussions si une éventuelle discussion aura lieu. Donc, à ne pas négliger. Parce que vous ne pouvez pas épargner des discussions politiques. D'accord. Pour revenir sur la condamnation des déserteurs là, il faut dire que ça aussi c'est une forme de pression sur l'armée. Parce que oui, vous êtes engagé pour un devoir et vous désertez comme ça. C'est vrai que ça accommode, mais on peut dire que c'est de la haute trahison et les condamnés à mort. Bon, je ne sais pas si la peine de mort. On s'est engagé, mais on ne s'est pas engagé pour combattre sans matériel. Voilà, c'est là où je veux en venir. Il faut aussi, on les condamne à mort, mais il faut aussi par la même occasion. Déjà des condamnés à mort sur le front. Voilà, condamnés à mort avec sursis, Ouais. mais sans matériel, sans ration alimentaire, sans équipement. Mais vous les amenez à l'abattoir. Il vaut mieux venir rester dans une prison longtemps que d'aller se faire tuer avec une balle dans la tête au front. Ben, ils auraient préféré rester à la prison. Le dernier sujet dont nous évoquons, qui est au menu, c'est le Togo avec cette nouvelle carte judiciaire du pays. C'est le ministre de la Justice qui l'a annoncé. Des juridictions trop lourdes, des tests obsolètes et dépassés. Le Togo a décidé de modifier la carte judiciaire du pays depuis quelques semaines. Un chamboulement s'effectue dans l'appareil judiciaire en semaine dernière, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, le jeudi, le ministre de la Justice et de la Législation, Pius Agbetome, a donné des précisions au cours d'une conférence de presse. Il y a deux facteurs qui motivent ces changements. D'une part, l'idée d'une réforme de la justice en tenant compte de l'harmonisation de la législation dont plusieurs tests sont devenus obsolètes. Et puis de l'autre côté, il y a les orientations de la nouvelle feuille de route 2025 du gouvernement de tout mettre en œuvre pour procéder à l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire. Marcel Aguessinou, vous êtes juriste, nous sommes donc ici dans votre domaine et c'est à vous. J'adresse la première question. La justice s'appelle la vieille dame. Au Togo, est-ce qu'on peut dire que la vieille dame est très malade? Cette boutade, elle correspond? C'est pas un polichinelle, c'est que de polichinelle. Aujourd'hui, même les enfants à l'âge jovencel, ils savent que notre justice, notre appareil judiciaire a un véritable problème. Mais sans lieu de passage, le doyen, le magistrat chevronné qui détient aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat Abdoulaye Yaya, qui est en train de faire un travail titanique, un travail de titan. Donc c'est pas à négliger tout ce qu'il est en train de faire pour la rénovation, les innovations de l'appareil judiciaire au Togo est très visible. Donc, revenons à notre cas d'espèce. Effectivement, le garde des Sceaux, la semaine dernière, a tenu une conférence de presse pour prouver au monde entier, effectivement, que notre justice, étant donné, il reconnaît les manquements, raison pour laquelle il a tenu cette conférence de presse et ils ont introduit certains points dans l'appareil judiciaire au Togo, dans la nouvelle cartographie judiciaire au Togo. Donc, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des voies et moyens pour corriger le manquement. Donc nous disons régulièrement que les juristes disaient que le droit n'est pas, ou bien la constitution n'est pas une tente dressée pour le sommeil, elle doit connaître des innovations et des révisions. Donc au moins pour la première fois l'appareil judiciaire aussi a été touché par certaines innovations. Et ces innovations, on peut... On est là-dessus tout à l'heure, mais Vincent Megambi, vous pensez aussi, le constat il est clair aujourd'hui que la justice togolaise avait besoin de toilettage, mais ce qui
j'ai envie de dire, ce qui est curieux, c'est que des milliards avaient été engagés il y a quelques années Bien pour sûr. une modernisation de cette justice-là. Bien sûr, depuis 2019, on a lancé le processus de modernisation de l'appareil judiciaire, de la justice togolaise et des fonds, hein, des fonds colossaux ont été engagés pour la modernisation. Certains s'étaient moqués de cette modernisation en disant que ce sont les peintures qui ont été des bâtiments et tout ça. Mais il faut dire aujourd'hui, il faut tirer chapeau au ministre de la Justice et son collègue Abdoulaye Yaya de la Cour suprême qui sont en train de faire un très grand travail. Ils sont en train de faire un très grand travail. C'est vrai que les tests que nous avons, ou bien la justice aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes. Il y a des dossiers qui traînent aujourd'hui à la justice parce que les tests qu'on doit appliquer ne répondent plus, parce que les juridictions qu'on doit saisir ne sont pas compétentes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes et le constat a été fait. Maintenant, suite au constat qui a été fait, il y a tout un programme qui est lancé et c'est ce que le ministre de la Justice a exposé devant la presse la dernière fois, le jeudi dernier. Mais c'est une très bonne nouvelle pour les justiciables que nous sommes tous. C'est une très bonne nouvelle pour la population. Maintenant, une chose est d'annoncer les grands changements qu'il y aurait dans l'appareil judiciaire, mais l'autre chose est de voir la concrétisation de ces changements-là, de voir aujourd'hui. Mais le citoyen lambda, son problème aujourd'hui, c'est que quand il a un problème et qu'il se rend à la justice, qu'on lui dise le droit. Qu'il n'y ait pas de cette forme de corruption que nous avons tendance à dénoncer, à raison ou à tort, je ne sais, je sais pas comment le dire, mais cette forme de corruption que les citoyens dénoncent, ou bien cette forme d'injustice même que les citoyens dénoncent, il faut aujourd'hui que ça s'arrête. Et si c'est à travers cette modernisation, à travers les réformes qui s'opèrent, que la création de toutes les nouvelles dispositions que nous sommes en train qui ont été annoncées par le ministre de la Justice, qui vont trouver des débuts de réalisation, si on arrive à les avoir, et que ça va faciliter la vie aux justiciables que nous sommes, ça va faciliter la vie aux populations togolaises. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, les fonds engagés, les milliards engagés dans bien des millions, les milliards, c'est selon, que nous avons engagés depuis des années dans ce processus-là, il faut qu'on ait des solutions véritables, quoi. Ouais. Maintenant, on dit que c'est sur une programmation de 2020 à 2025, la feuille de route, la programmation de la feuille de route de 2020-2025, qu'il y aura beaucoup d'améliorations. Nous sommes déjà en 2022, bientôt 2023, d'ici un mois. Donc, on va voir encore les 2 ans qui arrivent, ce qui va changer véritablement. Alors, dans le fond, Marcel Aguessi, oui. Je veux juste évoquer ces changements qui arrivent et vous irez au fond pour nous expliquer. On a maintenant des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées, avec toute une déclinaison. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui change? Non, ce qui change, c'est comme le ministre vient a évoqué la semaine dernière, qu'il y a des nouveautés. Ces nouveautés, si vous permettez, on peut citer pêle-mêle. Il y a au niveau des juridictions, il y a des juridictions de droit commun, des juridictions spécialisées. Et dans les juridictions spécialisées, tout ça, on retrouve encore des tribunaux. Dans les tribunaux, il y a des tribunaux criminels. Il y a des chambres administratives. Alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas des tribunaux criminels ni des chambres administratives. La seule chambre administrative se retrouve au niveau de la cour d'appel, la cour d'appel de Lomé. Donc ces changements, ces innovations salutaires sont alloués par les concitoyens et nous autres Togolais, parce que le ministre Agbetome, c'est quelqu'un qui a duré là-bas, il est expérimenté, il connaît bien ce qu'il faut insérer dans l'appareil judiciaire pour le bon fonctionnement, pour soulager au moins les justiciables. Mais l'autre poids lourd que je viens de citer, Yaya, donc c'est quelqu'un qui a été coopté depuis Burkina au niveau de la cour de l'UEMOA. Donc c'est quelqu'un qui est aussi tellement chevronné, expérimenté et inoxydable. Donc c'est quelqu'un à qui on peut toutefois lui confiance. Donc ces changements, les juridictions de droit commun,
La juridiction de droit commun, c'est souvent ce que nous faisons, nous connaissons tous au niveau des tribunaux. Les juridictions de droit commun, fonciers, petites choses, les fonciers, les dossiers de... Même de mariage, affaires matrimoniales, tout ça là se retrouve dans le droit commun. Donc ça, l'audience se varie d'un tribunal à un autre. Donc là, sont des juridictions de droit commun. Mais les juridictions spécialisées se regroupent à peu pratiquement les délits. Il y a certains délits que tel magistrat, tel juge, tel procureur, il est compétent à instruire le dossier. Il y a les juridictions spécialisées, on peut dire les juridictions des enfants, oui. Si vous permettez. On peut avoir peut-être un juge pour enfants. Pour juger pour enfants, tribunal pour enfants. Maintenant, ne juge pas qui veut. Aujourd'hui, ne juge pas qui veut, ne condamne pas qui veut aujourd'hui. Donc, il y a le juge de l'application aujourd'hui des peines. Soit aujourd'hui, on peut toutefois nommer au plateau, ici que nous sommes, Samuel Nyahui, d'être un juge qui doit juger le prévenu. Mais ce n'est pas vous maintenant, il ne vous reviendrait pas de condamner la personne. Donc il y a un juge de peine. C'est le juge là qui doit analyser, voir les contours. Est-ce que je vais lui donner 15 ans, je vais lui donner 50 ans. La peine maximum au Togo, c'est 50 ans. Donc je vais lui donner 50 ans ou pas. C'est le juge là, c'est le juge de peine qui doit condamner la personne. Mais avant, tel n'était pas le cas. Un seul juge, il fait tout. On dit, bon, l'audience est suspendue, et à la reprise, on dit que voilà le délibéré, et le juge, il prononce la peine, voilà, telle, en présence d'un parquetier, que nous appelons communément le procureur de la République. Donc, tout ça là, ce sont des innovations que notre appareil judiciaire a connu. Il faut saluer les auteurs qui ont pensé jusqu'à rénover la justice comme ça. Et aussi, c'était manquement ou bien c'est un point que nous devons aussi toucher de doigt. Je sais que c'est Samuel Nyahui qui est à la fois un juge sanctionnateur, qui va prononcer la peine. Bon, à la veille, je peux toutefois me tenter le voir que voilà que tiens, c'est mon enfant, prenez telle somme. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas connaître d'avance le juge des peines. Bon, à l'audience, on peut toutefois le balancer, l'autre peut venir, son substitut ou bien son second peut toutefois venir. Alors que tu as déjà négocié avec le responsable même ou bien le titulaire. Donc, sont des nouveautés. La chambre administrative retrouvée au niveau de la cour d'appel. Voilà, la cour d'appel, ça se retrouve au niveau de la cour d'appel. La chambre administrative, aujourd'hui, le Togo a connu depuis 2019 des élections locales. Des élections locales, et vous allez voir dans le pays tout entier qu'il n'y a pas de juridiction administrative à qui les communes devaient s'adresser. C'est aussi un manquement grave. Mais l'innovation là a été apportée auprès des tribunaux de grande instance. Donc, il y a aujourd'hui la chambre administrative près des tribunaux de grande instance. Et là, ça permet aussi de désengorger un tant soit peu les grands dossiers qu'ils attendent au niveau qui sont toujours avec les maires dans les communes, etc. Parce qu'il y a la compétence aussi. Qui on peut saisir au niveau des communes en cas de tel litige, en cas de tel contentieux. Quel magistrat est compétent? Mais les maires aujourd'hui, chose paradoxale et étonnante, et ils ne font que ou bien empêcher le maire dans son fonctionnement. C'est-à-dire que le maire, il est là, on le saisit encore avec des dossiers relevant de la compétence
juridictionnelle. Ouais. Donc ça là sont des innovations qui viennent corriger au moins et soulager un tant soit peu notre appareil judiciaire. Quand on parle par exemple du juge de l'application des peines, c'est quand même un juge puissant. Hein. Je sais que dans d'autres pays, ils ont aussi le juge des libertés. Il y a en même temps le contrepoids du juge de l'application des peines. On n'a pas entendu parler de ça au Togo. Le juge de liberté, non, pour le moment, il n'y a pas juge de liberté des peines. Donc, en même temps, celui qui poursuit, et ça c'est le ministre qui l'a dit, celui qui poursuit ne doit pas être celui qui instruit, celui qui instruit ne doit pas être celui qui juge. Et donc, on s'imagine que toutes ces innovations sont importantes, on va les voir à l'œuvre, mais est-ce que vous pensez que tout ce que le ministre a annoncé va régler un problème fondamental qui est celui de la lenteur de la justice? Oui, je crois que c'est le vrai problème que ces innovations vont régler. C'est le vrai problème qui sera réglé par ces innovations. Parce que la lenteur administrative, c'est vrai qu'on crie, hein, on se plaint des juges, mais quand vous allez au tribunal là-bas, ils courent sur les tas de dossiers et vous allez voir un seul juge pour des centaines de justiciables. Donc ce qui fait que il y a la procédure dure, la procédure traîne et des dossiers qui sont là, qui traînent là-bas, auxquels on ne donne pas de suite. Donc ces innovations-là vont essayer, tant soit peu quand même, d'alléger le poids sur les épaules des juges, d'alléger mais c'est un travail de fond qui est en train d'être fait. C'est un travail vraiment de fond. La création des tribunaux. Maintenant, les spécialités même qu'on aura à voir. Ce n'est plus un juge ne va plus s'ériger en essayant de régler toutes les affaires. On ne va plus avoir de juges universitaires. On ne va plus avoir de juges universitaires. On aura même les juridictions spécialisées. Là, ce sont des juridictions qui sont là temporairement, au cas par cas, avec des dossiers qui sont là après les juges. Maintenant, nous allons voir vous allez voir qu'on aura plus de spécialité dans le domaine juridique. Il y aura des gens qui seront vraiment des spécialistes dans des domaines donnés en matière de justice, et ce n'est qu'une bonne chose. Ça va même envoyer même les avocats à aller se spécialiser dans des domaines donnés pour pouvoir essayer de défendre maintenant vraiment les clients qui seront face à la justice. Donc c'est une très bonne chose. Je suis sûr que ça va essayer d'alléger un peu la lourdeur administrative, la lourdeur judiciaire, tous les tracasseries qu'on voit. Vous allez à la justice, vous déposez, il y a un dossier en instance, on vous dit suspension, ou bien le dossier est ramené à 3 mois plus tard, alors que c'est un dossier pressant pour vous. Vous êtes là, le juge ne peut pas faire autrement parce qu'il y a d'autres dossiers qui vont arriver, qui sont là, et c'est vrai que c'est une très bonne chose. Mais de même que pour les tribunaux administratifs qu'on a commencé par expérimenter depuis un moment déjà, c'est aujourd'hui le citoyen lambda peut se plaindre, peut attaquer une décision administrative. Ça se fait devant une juridiction administrative. C'est cette innovation là qui est survenue depuis un moment, et nous aujourd'hui, on ne peut plus dire que le citoyen ne peut plus dire que c'est l'État qui a fait, ou bien c'est le pouvoir public qui a fait quelque chose. Donc on ne peut pas l'attaquer. Non, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'attaquer une décision d'un pouvoir public devant cette chambre administrative là, qui a été déjà saisie par le passé par des citoyens qui ont eu gain de cause. Il y a eu des dossiers comme ça où les citoyens ont eu gain de cause. Donc c'est à nous maintenant de sensibiliser les populations pour leur dire que non, aujourd'hui, vous n'êtes plus, avec ces innovations-là, vous avez la possibilité maintenant d'aller en justice contre le pouvoir public. Alors, si on dit que le problème du temps va trouver une solution, il y a aussi l'autre problème, l'autre endémie, c'est la corruption. Oui, le mal du siècle. La corruption, quoi qu'on dise, même si Jésus devient président de la République ici, il y aura toujours la corruption. Mais il faut essayer de la minimiser. Parce que l'homme par nature est tenté souvent à être un élément corrompu.
Même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a la corruption qui a régné. Donc aujourd'hui, on ne peut pas minimiser aussi la corruption. Le juge aussi, s'il est mieux payé, souvent il faut se référer à ça. S'il est mieux payé... Moi, j'ai interrogé, on m'a dit que le grille salariale s'est nettement amélioré. Hein. Bien sûr. On peut beau payer un juge à 10 millions s'il veut être corrompu, mais il sera corrompu. C'est ça. L'idéal n'est jamais atteint. C'est quoi l'idéal? L'idéal n'est jamais atteint. Mais si les gens gaspillent de l'argent pour faire des t-shirts, faire la propagande... Oui, non, c'est pas là. Je viens, on vient dans le domaine et que les conditions ont été améliorées, le juge, il faut aussi, la fonction publique, c'est aussi un sacerdoce. On ne vient pas pour être riche, sinon il faut aller faire les affaires. Effectivement, un fonctionnaire n'est jamais un riche. Si tu acceptes à faire des affaires, ou bien si tu acceptes à être baptisé par le statut de la fonction publique, il ne faut pas rêver que demain après-demain, tu deviendras un grand riche comme Dangote. Non. Un fonctionnaire n'est jamais riche. Mais c'est les affairistes-man, ou bien les hommes d'affaires qui deviennent riches, qui sont des hommes riches. Aujourd'hui, on le voit ailleurs. Mais comment on minimise la corruption dans la justice? Mais ça dépend du corrompteur et du corrompu. Donc, c'est un problème qui est un peu difficile à prouver. C'est difficile à prouver, comme ce que nous appelons le recrutement basé sur genre féminin, mais ou bien le traitement, j'ai oublié un peu le terme, la discrimination positive, voilà. C'est un peu difficile à prouver dans certains cas. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas prouver que voilà tel juge, même si c'est toi-même qui a osé donner au juge, et à la veille, et au lendemain, il a tranché à ta faveur. Tu ne peux pas aussi prendre ça là pour faire la publicité dans la ville. C'est un peu difficile. Mais en même temps, quand un juge peut annuler un mariage en l'absence de la femme, non, ça dépend. Mais Samuel, je pense que sincèrement, pour réduire ça, il faut arrêter avec l'impunité. Il faut arrêter avec l'impunité. Il faut sévir. Vous avez des situations de corruption avérées, mais il faut que la loi soit appliquée, il faut sévir, il faut punir les gens. Mais quand vous commencez par punir les gens, vous allez voir que ça va réduire les tentatives même de corruption. Les gens ne seront plus tentés de dire ouais, on a puni telle personne, mais ça peut tomber sur moi si je cède à la corruption. C'est vrai qu'on ne peut pas, parce que la corruption c'est sur différentes formes. Hein. Il y a plusieurs façons de corrompre quelqu'un. C'est pas forcément donner l'argent à la personne, c'est pas forcément aller dans son bureau et lui dire que telle personne. Une simple discussion avec la personne, vous pouvez le corrompre facilement. Ou soit la personne juste espère un jour avoir quelque chose de vous. Mais vous pouvez le corrompre. Il y a plusieurs manières de corrompre les gens. Mais il faut, pour les cas qui sont avérés, les cas visibles, les cas qu'on a dénoncés, il y a la police qui a fait un grand travail déposé à la justice. Il y a des structures où on connaît, ou bien on sait qu'il y a eu de la corruption. Si on commence pas à punir, si on commence pas à sévir dans ces dossiers qui sont en instance là, ça va dissuader les futurs. Mais il faut dire, nous tous, nous sommes corruptibles, nous sommes des corrompus ambulants, parce que chaque jour, le petit geste que nous faisons devant la porte, ce sont des faits qui sont qui sont dans nos quotidiens, qui sont dans nos habitudes. Mais il faut commencer par vraiment réellement sévir. Il faut commencer par punir pour que ça donne la puce à l'oreille de ceux qui sont corrompus, Un autre aspect que j'ai envie qu'on touche, c'est les réformes. Quand on va maintenant dans le fond, on voit que c'est bien et c'est salutaire. Mais en même temps, créer des juridictions spécialisées, etc. et tout ça, est-ce que il n'y a pas nécessité d'augmenter l'effectif pour que le travail soit accéléré aussi? Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Depuis 2019, normalement, on devait recruter les jeunes licenciés là, qui ont eu la licence en droit public surtout, et qui ont eu la licence en droit public, d'être
juges administratifs. Si on peut les former. Il faut aller au-delà de la licence pour être juge. Non. Au moins le niveau minimum aujourd'hui, pour être juge administratif, on vous forme à l'État. Mais être magistrat, c'est master. Donc, c'est le pays, c'est notre pays qui connaît ses besoins. On peut toutefois recruter ces gens pour les former. Avec le temps, l'homme s'adapte à son milieu, avec le temps, avec l'expérience, tout ça. On peut toutefois devenir un juge chevronné avec la licence. Votre licence d'antan, on appelle ça quelque chose de classique. Aujourd'hui, c'est équivalent au master. Donc, maîtrise, voilà, c'est maîtrise. La maîtrise classique, c'est équivalent aujourd'hui au master. Mais entre-temps, il y a un conflit de compétences, de diplômes. Est-ce qu'il faut égaliser diplôme là avec maîtrise classique, licence? Ça, on n'a pas encore tranché. Sinon, on allait lancer un recrutement général depuis pour recruter les jeunes qui seront formés et à la sortie, ils deviennent des juges administratifs permettant de désengorger un peu les tribunaux de droit commun existants depuis qu'ils sont là. Ils reçoivent de gauche à droite des dossiers qui ne sont pas de leur compétence. Voilà, il faut les désengorger. Il faut recruter. Parce que ce soit à Lomé qu'à l'intérieur, il y a deux types de tribunaux, de chambres administratives aujourd'hui. Il y a la chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé, la chambre administrative de la Cour d'appel de Kara et une chambre administrative au niveau de la Cour suprême, pilotée par Abdoulaye Yaya aujourd'hui. Donc c'est la chambre là qui est compétente à connaître des litiges, des contentieux nés des élections locales surtout, au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, il y a le besoin déjà là. Il faut recruter pour désengorger les tribunaux qui sont un peu surchargés. Oui. Vincent Amengawi, vous pensez qu'il y a nécessité d'élargir l'effectif? Bien entendu, ça c'est clair. Si on veut être efficace, il faut élargir le personnel, l'effectif des magistrats, des juges et tout, parce que on ne va pas utiliser l'effectif actuel, créer des juridictions et déployer ceux qui sont déjà là, parce que on se dit déjà que c'est parce que ceux qui sont déjà là croulent sous le poids des dossiers, qui a nécessité de créer d'autres juridictions, mais on ne va pas créer des juridictions et déployer ceux qui sont déjà là, qui croulent déjà sous les dossiers, les ramener encore là-bas. Ça leur fait du travail. Mais c'est clair qu'il faut recruter, il faut un vrai recrutement en matière judiciaire. Il faut vraiment des éléments de qualité dans le domaine, et c'est clair que ça se fera, parce que si un juge, vous allez dans des tribunaux, vous allez voir juste un juge pour toute une grande population, c'est difficile, et vous allez voir des dossiers qui traînent là-bas, c'est difficile. Non seulement il faut élargir l'effectif, mais il faut bien former les gens, il faut avoir des gens bien de qualifiés pour répondre au dossier. Et aussi pour compléter à votre question, il faut recruter. Parce que c'est nécessaire, c'est urgent. Il y a l'urgence de l'heure. Les juges, aujourd'hui, à peu près, les anciens juges, sur le plan national, ils sont à peu près 280 et quelques. Plus les 19 là qu'on a recrutés, qui ont prêté serment la fois dernière. Donc, les 19 s'ajouter à 200, ça fait à peu près 300 et quelques. C'est insuffisant. C'est insuffisant pour trancher correctement des dossiers. Alors qu'un juge est appelé à délibérer avec compétence et avec exactitude et assurance. Mais si tu es fatigué, tu es bombardé par des dossiers, tu es bombardé alors que des tas de dossiers, il faut lire d'abord l'attendu principal, il faut lire le dispositif, le motif, tout ça avant de trancher. Et c'est toi seul qui est face avec ce dossier, c'est un peu l'homme, il est gouverné par un organisme. Et l'organisme aussi est souvent fatigué. Si la fatigue te prend, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois délibérer médiocrement. Donc, le mieux, il faut maintenant recruter des jeunes et des femmes, sans distinction de sexe ni de race. Mais il ne faut pas aussi se baser sur certaines localités, non.
il faut recruter les Togolais. Général. Il faut faire le recrutement général suite aux critères donnés. La compétence surtout doit prévaloir. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on dise 2 mots avant de rendre l'antenne sur la grande fête du football ces 2 Ah oui. Oui, tout à l'heure, nous avons félicité la chaîne New World pour la présence. C'est vrai qu'on aurait aimé que le Togo soit qualifié pour cette Coupe du Monde, qu'on ait véritablement une équipe nationale sur place, mais malheureusement, on n'y est pas. Mais on sera représenté, le Togo sera vraiment à cette Coupe du Monde. Et de quelle manière? D'une très belle manière avec New World TV. C'est une très bonne chose. Au fait, c'est tout ce que nous allons souhaiter, c'est que les équipes africaines sortent du lot. Aujourd'hui, en l'absence de Mané au Sénégal, le Sénégal sur lequel nous comptons beaucoup, ça va être difficile, mais nous avons des équipes comme le Cameroun, le Ghana, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et cette messe commence demain. Nous souhaitons vivement que tout se passe bien au Qatar là-bas, que beaucoup de fair play, qu'on ait à voir du beau jeu, du beau football que nous aimons vraiment, véritablement, et que le meilleur gagne, cette coupe, et puis que ce soit un Africain, pourquoi pas. Oui, est-ce que vous croyez dans les chances des équipes africaines qu'on a? Oui, les Africains, ils font toujours des surprises là où on ne les attend pas. Donc, je peux toutefois dire qu'il y a des surprises, mais ce qui me décourage, je suis un peu abattu, découragé, déçu, c'est l'absence, c'est le forfait de Sadio Mané, qui a eu quelques blessures dont l'opération a eu lieu quelques jours. Mais c'est un peu triste que nos stars africaines, eux aussi, doivent être prévoyants comme nos dirigeants. Pourquoi accepter à la veille de la grande compétition internationale comme ça et accepter à jouer encore dans son club? Mais il est sous contrat là-bas. Il est sous contrat, mais il est exploité. Les Blancs, ils commencent pas à exploiter les Africains, alors que d'autres stars comme Benzema et autres, ils ont mis un terme, un point, ils ont réservé l'énergie là pour jouer la grande messe internationale qu'est la Coupe du Monde. Mais nous les Africains, on n'est pas toujours éveillés avant. C'est comme si médecin après la mort. C'est un peu difficile, c'est un coup. C'est une sorte de préparation aussi pour lui, de jouer des matchs avant d'aller à la Coupe du Monde. Une blessure est vite arrivée, c'est pas forcément sur le terrain. Vous savez, les Blancs là, ils sont tellement prévoyants. Ils savent que si lui, il est dans la compétition avec le Sénégal, non, ça pèse aussi. Ça pèse aussi. Mais c'est un acte, comme moi je dis, c'est un acte prémédité contre notre star. Mais je regrette également que depuis que le Togo a participé à cette mondiale 2006 et jusqu'à ce jour, l'équipe se recule, alors que si un homme, normalement, tu dois évoluer de la lumière vers la lumière, mais reculer n'est pas une bonne chose. On va se réveiller bientôt. Demain, le premier match, donc Qatar-Équateur, ce sera à 16h à vivre donc sur les chaînes New World Sport, et puis toute la compétition donc à suivre pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous savez quoi faire, il faut acquérir le décodeur New World TV et puis suivre cette rencontre. Merci Vincent, avec envie d'être passé. Merci Samuel, c'est un réel plaisir et bon, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et j'espère qu'on a été à la hauteur de leur attente. Bien évidemment. Marcel Agbessinou, merci. C'est plaisir partagé. Nous remercions nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis les USA et les coins du monde. Merci beaucoup à tous d'être restés avec nous. On se retrouve le samedi prochain.